Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Point de Rupture. Alors, le Point de Rupture, c'est notre émission régulière, contradictoire de débat, que nous faisons sur l'actualité européenne. Le point, précisément pour faire le point sur l'actualité. Rupture, puisque c'est le titre de notre mensuel. Un mensuel qui traite de l'actualité européenne de manière radicalement critique. Je ferai un petit peu de publicité à la fin de cette émission pour ce mensuel, mais je voudrais tout de suite remercier François Poulet-Matisse d'être à nouveau avec nous pour reprendre le fil de cette émission. Alors nous étions ensemble, nous avons eu plusieurs débats avant la pandémie. Évidemment, nous avons été obligés de suspendre cette série pour cause de pandémie. Nous reprenons aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir. Donc vous avez fait une longue carrière de journaliste spécialisé sur les questions européennes en ayant occupé différents postes de responsabilité, notamment à France Télévisions. Et pour ce qui me concerne, Pierre Lévy, je suis rédacteur en chef du mensuel Rupture. Donc François Poulet-Matisse et moi-même allons aujourd'hui traiter de deux aspects de l'actualité européenne. Le premier, donc, c'est bien sûr la stratégie qu'a mise en œuvre la Commission européenne et l'Union européenne dès lors que la pandémie a déboulé dans nos vies. De mon point de vue et du point de vue du journal Rupture, c'est évidemment une stratégie totalement catastrophique, mais vous aurez probablement des arguments pour donner une opinion inverse. Et le deuxième sujet, nous échangerons sur la situation actuelle politique au Royaume-Uni qui a connu des élections récemment, le 8 mai dernier, qui ont donné une large victoire à Boris Johnson, après un Royaume-Uni post-Brexit, et un Royaume-Uni qui a en quelque sorte donné le la en matière de succès de sa stratégie vaccinale. En tout cas, c'est l'opinion que je souhaiterais défendre, ce qui fait le lien en quelque sorte entre nos deux sujets d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes. Je profite juste de cette petite introduction avant de passer dans le vif du débat pour saluer et faire un clin d'œil à la pétition référendum-ue.org qui demande précisément un référendum pour ou contre le fait que la France reste dans l'Union européenne. Alors notre journal est un journal d'information, évidemment, c'est un journal militant, mais enfin nous sommes intéressés par ce type d'initiative. Il y aura donc la fête de la démocratie à 14h30 samedi 29 prochain. Le 29 mai, ça sera l'anniversaire du référendum de 2005 qui avait refusé le projet de constitution européenne. Et notre journal, comme bien d'autres organes de presse, mais aussi des personnalités, seront présentes à cette fête de la démocratie, donc le 29 mai prochain. Donc, premier sujet entre nous, et je vais enfourcher en quelque sorte les habits du procureur, mais à mon avis, malheureusement avec beaucoup d'arguments et de faits, ce que je considère comme une stratégie totalement catastrophique de la Commission européenne et de l'Union européenne en matière vaccinale. Alors, je tiens à le dire tout de suite, de mon point de vue, il ne s'agit pas d'erreur ou de maladresse, il s'agit simplement du fait que piloter de manière centralisée une stratégie pour combattre une pandémie alors que les situations des pays et les options de chacun des peuples sont différentes n'a pas de sens et aboutit évidemment à des catastrophes. Alors, ma première citation, si je puis dire, c'est celle d'Olaf Scholz, qui est vice-chancelier allemand et par ailleurs ministre des Finances et par ailleurs également candidat social-démocrate tête de file pour les prochaines élections en Allemagne. En tant que vice-chancelier, Olaf Scholz avait dit en février, je cite, « En matière vaccinale, la Commission européenne a vraiment merdé ». Alors, c'est ces mots, et de fait, quand on a vu, peut-être pour anticiper sur notre sujet suivant, à la mi-mars, pour prendre ce point de repère, alors même évidemment les choses évoluent, mais à la mi-mars, quand le Royaume-Uni avait administré une première dose de vaccin à près de la moitié de sa population, l'Union européenne, pour ce qui la concerne, n'en était qu'à 12%. Et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, avait reconnu qu'effectivement le Royaume-Uni était un hors-bord, là où, je cite ces mots, là où l'Union européenne faisait figure de supertanker en quelque sorte, et évidemment avec les lourdeurs. Mais ce n'est pas seulement une question de lourdeur, puisqu'au printemps 2020, Madame von der Leyen précisément avait, sur la base du thème « Ensemble, on est plus fort », avait enclenché cette volonté de piloter les négociations, notamment avec les laboratoires fabricants du vaccin, aucun vaccin n'était encore à cette époque, évidemment, produit, alors même qu'au printemps, les négociations bilatérales avaient commencé entre un certain nombre de pays et un certain nombre de laboratoires.
la Commission a décrété, alors même que les traités ne disent pas que ça relève de la compétence de l'Union européenne, a décrété que la Commission reprenait la main en ce qui concerne la sélection des candidats vaccins ainsi que la négociation des futurs contrats. Alors même que des négociations, par exemple entre AstraZeneca et donc le PDG français au demeurant, même si la firme est anglo-suédoise, avec Paris et d'autres, avaient déjà commencé. Et ça a généré plusieurs mois de gel, il ne s'est rien passé, alors que les choses étaient presque prêtes. Et pendant ce temps-là, évidemment, le vaccin AstraZeneca, la firme était conclué des accords avec le Royaume-Uni, d'ailleurs avec l'exigence que ce vaccin de la part d'AstraZeneca, puisque c'est en lien avec l'université d'Oxford, avec l'exigence que ce vaccin, et ça sera le seul à respecter cette exigence, soit vendu au prix coûtant, ce qui est évidemment important. Ensuite, toutes les firmes, je passe les différents épisodes, mais toutes les firmes ont pris du retard dans la production, pas seulement AstraZeneca. Et la Commission européenne a trouvé que décidément, AstraZeneca donnait la priorité à son client britannique. Alors, et pour cause, puisque d'abord ils avaient signé 3 mois avant, et puis ensuite ils avaient été largement subventionnés par les Britanniques, et la Commission européenne, Bruxelles, en a pris ombrage en quelque sorte, en considérant même que la firme faisait de la rétention et ne souhaitait pas exporter, enfin n'autorisait pas les exportations vers le continent, vers l'Union européenne, en privilégiant le Royaume-Uni comme client, et a donc menacé, je ne rentre pas dans les détails pour pas... Tous les détails sont dans nos précédentes éditions, mais à menacer de suspendre les exportations vers le Royaume-Uni, voire de bloquer, d'avoir un mécanisme de contrôle de ces exportations, alors même que la Commission, préalablement, avait dit on va faire tout ça précisément pour en finir avec le nationalisme vaccinal. Au point même que le Premier ministre japonais, le Premier ministre ou la Première ministre néo-zélandaise avaient critiqué largement cette commission. Alors je termine ce tableau très pointilliste en rappelant qu'à fin janvier dernier, emporté par son aigreur en quelque sorte, et le fait que dans ce pays qui venait de quitter l'Union européenne, les choses allaient beaucoup mieux, précisément parce qu'il y avait cette souplesse, Madame von der Leyen a menacé et a même bloqué a annulé le protocole nord-irlandais, c'est-à-dire ce qui permettait de supprimer une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, ce qui avait été une des exigences lors des négociations de Brexit, l'a donc suspendu ce protocole précisément pour que les Anglais ne puissent pas se fournir via ce... Elle a même réussi à se mettre un petit peu tout le monde à dos, y compris dans sa propre commission. Elle a corrigé le tir, c'est ce que j'allais dire, je m'en tiens là pour vous laisser la parole bien entendu. Elle a dû même, en quelques heures, rétro-pédaler, puisque c'était... porte-parole de la Commission a même expliqué, a eu cette phrase, oui, il n'y a que le pape qui soit infaillible. Voilà. Mais il n'empêche que le mal était fait, en quelque sorte. On va y revenir, je vais vous laisser la parole tout de suite. Le mal était fait, et que sur cette question vaccinale, il me semble que l'Union européenne a fait preuve de de sa nocivité par essence même, puisqu'elle a souhaité avoir un pilotage centralisé pour des situations qui sont extrêmement différentes. Bon, l'Union européenne, ça n'est pas un pays, contrairement à ce qu'on croit. Contrairement au Royaume-Uni, contrairement aux États-Unis, l'Union européenne n'est pas un pays, mais un ensemble de 27 pays, ce qui change déjà les données du problème. Deuxième question, comment fallait-il faire ? Est-ce qu'il fallait effectivement laisser à chaque État le soin de négocier, le soin de s'engager dans une lutte pour essayer d'obtenir les vaccins, pour les négocier avec les laboratoires, etc. On imagine très bien ce qu'aurait pu donner une absence totale de stratégie européenne si effectivement cette stratégie n'avait pas au moins tenté d'avoir lieu. Puisque les vaccins ne sont pas fabriqués dans la totalité des pays de l'Union, ils sont fabriqués essentiellement dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme le Danemark, etc. Il n'y en a pas en France. Ce qui veut dire qu'en France, on aurait été bien malin de se retrouver seul face à une stratégie où personne nous aurait défendu. Donc là, il y aurait eu un véritable problème. Quand on dit qu'il est important d'être ensemble pour avoir une stratégie vaccinale, c'est tout simplement pour deux raisons. D'une part, parce qu'ensemble, effectivement, on a des capacités de négociation qui sont beaucoup plus efficaces, et je pourrais le prouver en montrant particulièrement que dans les contrats qui ont été négociés avec les différentes firmes, des garanties ont été obtenues pour que les entreprises
soient responsables, gardent la responsabilité éventuellement des faits secondaires de leur vaccin. Ce qui n'a pas été le cas lorsque, par exemple, l'Angleterre a négocié avec AstraZeneca ou lorsque les États-Unis ont négocié avec Pfizer. Donc finalement, l'Europe a obtenu des garanties, ça a pris du temps. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, en matière d'efficacité, ça n'a pas été brillant. Mais essayons d'imaginer un seul instant ce qu'aurait été une absence totale d'Europe face à une stratégie pandémique, face à une situation pandémique aussi considérable et aussi dramatique que celle qu'on a connue. Donc, certes, ça n'était pas brillant, mais l'Europe a réussi finalement à se concerter pour que les négociations puissent se faire ensemble au nom des 27. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, il fallait convaincre l'ensemble des 27 qu'il était plus efficace de le faire ainsi. Et puis ensemble, parce que finalement, c'était une manière de s'intéresser à quand même un sujet qui est un sujet majeur pour la totalité des citoyens européens, qui change, qui bouleverse leur vie et qui montre bien que l'Europe, tout le monde souhaitait que l'Europe intervienne de manière beaucoup plus efficace, certes, mais qu'elle intervienne. On n'imagine pas un seul instant encore, une fois des pays comme la France, agir toute seule, alors qu'elle n'a même pas, elle, une entreprise capable, en mesure de sortir un vaccin. La France n'aurait pas été capable de le faire. Donc sur ce plan-là, je crois que c'est très important. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, certes, l'Angleterre a pris de l'avance. Certes, c'est plus souple, c'est plus facile quand on est un pays indépendant, autonome, de pouvoir négocier tout seul et de pouvoir partir dans une stratégie vaccinale, même avant les autres. Mais je rappelle quand même que Boris Johnson, finalement, est venu très tardivement à cette stratégie du vaccin coûte que coûte, parce qu'il a bien failli y passer, d'ailleurs lui-même, puisqu'il était malade, et que l'Angleterre reste aujourd'hui l'un des pays, sinon le pays, qui a connu le plus de morts de cette pandémie. Donc c'est une stratégie qui a été mise très en retard, qui est arrivée très en retard, et donc sur lequel elle n'a pas tellement de leçons à donner aux autres. Et puis la dernière observation que je voudrais faire, celle que je faisais au début, l'Europe n'est pas un pays, et donc il est tout à fait logique qu'on maintienne une certaine autonomie, puisque la situation de la pandémie ne pouvait pas être la même dans les différents pays, et donc il était tout à fait naturel de maintenir une certaine autonomie des pays pour élaborer leur propre stratégie vaccinale. On a rétabli les frontières, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en offusquer. Il est tout à fait nécessaire. On a même rétabli les frontières à l'intérieur de certains pays, entre des zones de certains, même en France. Donc je crois que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas s'offusquer. Alors, que les 27 ne soient pas un pays, c'est un fait, ouais. Et personnellement, je m'en félicite, au demeurant, puisque une plus grande intégration nous apporterait, à mon sens, de plus grandes catastrophes encore. Cela dit, la souplesse dont vous parlez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas issue de la volonté des dirigeants européens, en tout cas pas de la Commission européenne, puisque à partir du moment où la Commission a repris la main, elle a interdit aux États de négocier des accords bilatéraux avec les firmes. Alors ça n'a pas empêché l'Allemagne de le faire en sous-main d'ailleurs, mais officiellement, un État qui continuait à négocier avec telle ou telle firme, notamment parmi les 6 sélectionnés, se mettait en infraction avec la politique de la Commission telle qu'elle voulait l'imposer. Alors, vous dites, évidemment, c'est l'argument qu'on entend souvent, ensemble on est plus fort, donc l'effet de taille en quelque sorte. Sauf qu'on regarde, alors je précise juste une chose, vous avez parlé de Boris Johnson, on va en reparler dans la deuxième partie de notre dialogue bien sûr. Je ne suis pas là pour prendre la défense des faits et gestes de Boris Johnson, il y a des choses dont je pense qu'elles sont très positives, d'autres qui le sont moins. La simple chose, c'est que le Royaume-Uni a retrouvé sa liberté de faire, alors de faire des bêtises le cas échéant, mais au moins il est libre. Tandis que là, on nous impose de faire des choses. Alors est-ce que l'effet de taille joue? Quand on regarde les pays qui ont le plus réussi dans leur stratégie vaccinale, ce n'est pas forcément les pays de plus grande taille. L'exemple évident qu'on a en tête, c'est Israël. Alors, nonobstant les horreurs que le gouvernement israélien peut faire en ce moment à Gaza, c'est évidemment un autre sujet, mais chacun reconnaît, chacun s'accorde à reconnaître que Israël, qui n'a évidemment ni la taille, ni la dimension, ni la force commerciale en quelque sorte, ou de négociation de l'Union européenne, a pris des décisions politiques pour des raisons qui les regardent, mais en tout cas a réussi une campagne vaccinale qui en a fait une sorte de champion du monde. Et pourtant, Israël n'est pas dans l'Union européenne. Donc,
je ne suis pas du tout, je ne défends évidemment pas la thèse selon laquelle il faudrait que chaque pays ne s'occupe que de ses propres affaires. Je plaide pour des coopérations, mais des coopérations qui soient multiples et qui ne soient pas limitées à un bloc, et qui soient sur la base des intérêts mutuels. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a toute la logique de la libre circulation des marchandises, des capitaux, des hommes, des services, etc., ont fait que ce qu'il est maintenant connu comme les chaînes, de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, ont été éclatées, et qu'en effet, la logique a voulu qu'aucun pays de l'Union européenne, dans ce contexte, dans cette configuration, ne possède la souveraineté, ou en tout cas les capacités indépendantes pour produire. Mais ça, ce n'est pas une opération de Saint-Esprit, c'est la loi du libre marché, en quelque sorte. Ça veut dire, par exemple, qu'on s'est aperçu à l'occasion de la pandémie que les capacités pharmaceutiques de production et d'invention aussi de produits ont disparu. Non, mais en tout cas ont été notablement affaiblies précisément par une logique qui a trait au fondement même des traités de l'Union européenne. C'est-à-dire que maintenant on essaye de récupérer des capacités. Mais cette idée de dire on va fabriquer un composant ici, un autre dans un autre pays, un troisième, ensuite on va faire une chaîne, etc., et l'interdépendance totale, ben on voit à quoi ça aboutit aujourd'hui. Et donc c'est le contraire, c'est-à-dire c'est pas le fait d'être indépendant nous rend plus vulnérables que ce que nous aurions été si nous avions développé, et ce qui vaut pour la France vaut pour les autres pays, des capacités propres, technologiques, scientifiques et évidemment de production. Et c'est ça qui, si je puis dire, nous a fichu dedans. Oui, mais ça c'est vrai, mais il faut le prendre ça au niveau mondial et non pas au niveau européen. Je pense que le manque d'autonomie, c'est un manque d'autonomie de l'Europe sur le plan industriel. Manque d'autonomie parce que l'Europe est dépendante, on l'a vu pour les masques, on l'a vu aussi pour d'autres, pour des vaccins, pour d'autres choses. L'Europe n'a pas l'indépendance qu'elle devrait avoir. Et cette indépendance, elle doit l'acquérir, et c'est les traités qui lui permettent de l'acquérir. C'est précisément ces traités qui permettent d'acquérir progressivement cette indépendance qu'elle doit retrouver. Les masques, c'était tout à fait incohérent de devoir être totalement sujet à la production chinoise de masques tout au début de la pandémie et de ne pas être en mesure de fournir les masques. Mais c'était vrai aussi pour d'autres domaines. On le voit notamment aujourd'hui pour les semi-conducteurs et pour d'autres sujets. Ce que je voudrais dire, c'est que en matière de capacité de négociation, il se trouve que la Commission européenne, de par les traités, a le monopole de négociation en matière commerciale. Ça a été un des grands acquis sur le plan européen qui a permis effectivement que l'Europe soit reconnue comme une puissance commerciale majeure, ce qu'elle ne pouvait pas être avant. Bon. Et ça, elle est aujourd'hui reconnue comme une puissance commerciale majeure parce que la Commission a effectivement le mandat des 27 pays membres pour négocier. Et le faisant au nom de 27 pays membres, elle a des capacités et d'une puissance de négociation qui est sans égale par rapport à la puissance de négociation qu'aurait tel ou tel État. Et on le voit très bien d'ailleurs dans la stratégie de Boris Johnson, qui lui se trouve maintenant un peu dénudé, puisqu'il a pu cette capacité au nom de 27 pays membres, et que c'est lui tout seul qui doit négocier pour son propre pays. Et donc, sa capacité de négociation est bien diminuée. Mais cette exclusivité que les traités octroient à la Commission en matière commerciale, on en voit aujourd'hui le résultat, précisément. C'est-à-dire ce que vous avez cité vous-même, le fait que l'Europe n'est pas indépendante et dépend de l'extérieur pour des choses tout à fait cruciales. Cela dit, je réagis quand même par rapport à cette idée parce que au fond, vous dites ou vous sous-entendez qu'il suffirait, que la situation idéale serait que l'Europe soit indépendante en tant que telle, ce qui veut dire que chaque pays qui la compose dépendrait des autres. Mais je crois que enfin, on voit la capacité, si je puis dire, et c'est normal, c'est la vie, les intérêts ne sont pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes. Quand on voit les bisbilles, les contradictions, les disputes, les querelles, pour ne pas dire plus, qu'il y a entre les 27, on peut se demander s'il est vraiment pertinent
qu'on soit par exemple dépendant de l'Allemagne, que l'Allemagne soit dépendante de l'Italie, que l'Italie soit dépendante de l'Espagne, etc. Il faut que chaque pays reconquiert ses propres capacités de maîtrise technologique, de maîtrise industrielle, de maîtrise scientifique. Alors encore une fois, avec des coopérations, mais pas de la dépendance. Et donc le fait que l'Europe soit un bloc, dans l'esprit, évidemment, les bons Européens s'entendent toujours bien par rapport à l'extérieur, mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, on se tape souvent plus sur la figure, si je puis dire, qu'on ne peut le faire avec des pays qui sont hors Union européenne. Donc il n'y a pas de raison. Et puis, on n'a pas encore abordé ce point, mais évidemment, je pense que vous avez aussi votre opinion là-dessus. Il y a tout le reste du monde. Et notamment tous les pays en Afrique, en Asie, etc., enfin en Afrique essentiellement, tous les pays à revenus moyens, intermédiaires, voire des pays pauvres, qui sont en quelque sorte les dindons de la farce. Or, précisément, pourquoi la France, par exemple, sur le principe, je prends un petit peu de champ par rapport à la simple question des vaccins, ne coopérerait pas avec des pays avec lesquels les liens sont forts, historiquement, linguistiquement, culturellement, des pays francophones, de l'Afrique par exemple? Pourquoi est-ce qu'on coopère plus ou pourquoi est-ce qu'on est plus intégré avec la Lettonie, contre qui je n'ai rien, qu'on donnerait la priorité à des coopérations avec l'Algérie, le Sénégal ou autre. Donc il y a se replier en quelque sorte sur un bloc en disant on pèse beaucoup, on a de la force, ça fait l'impasse sur les contradictions d'une part et sur l'histoire d'autre part. Moi je plaide pour des coopérations tous azimuts. Je ne crois pas, dans la mesure où effectivement l'Europe a prévu dans les contrats qu'elle a passés entre les différents films de réserver une part de la production à la distribution pour des pays tiers. C'est prévu. Quand des pays comme les États-Unis, par exemple, on dit America First. Donc, les vaccins, c'est pour nous d'abord. On l'a vu avec le vaccin AstraZeneca qu'ils ont privilégié pour eux, qu'ils n'ont même pas d'ailleurs utilisé à bon escient. Mais toute la production devait être réservée en priorité, en totalité pour eux. L'Europe, de par les accords qu'elle a avec les pays tiers, a réservé une part de cette production aux pays tiers. Donc ça, elle le fait. Donc il y a une véritable préoccupation, effectivement, de ne pas rester bloquée dans sa citadelle. L'Europe n'a pas cherché à rester bloquée dans sa citadelle. Elle délivre des vaccins. Pardon. Et donc ça, je crois qu'il faut le prendre en compte. Je pense qu'on n'est pas... Enfin, moi, ne me situe pas sur une question de générosité. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pays n'ont pas vraiment vu la couleur encore. Hein, mais au demeurant, ce que je reproche à l'Europe, c'est pas de ne pas être assez généreux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de structurellement établir des coopérations avec tout le monde, potentiellement, et de ne pas se comporter comme un bloc. Et pour reprendre, parce que vous avez refait allusion au vaccin AstraZeneca, alors ça nous amène vers notre deuxième thème, mais on n'a pas encore fait allusion au fait que Bruxelles a entamé 2 procédures juridiques contre la firme AstraZeneca, parce qu'elle n'avait pas fourni les doses qui avaient été prévues dans les contrats, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes de production comme toutes les firmes, et qu'elle a donc entamé un conflit majeur qui risquait de bloquer l'ensemble de la production des vaccins. Parce que si l'action juridique aboutissait à ce que AstraZeneca soit que les exportations soient bloquées, alors l'Angleterre elle-même allait bloquer les composants qu'elle fabrique elle-même pour les produits, les vaccins fabriqués sur le continent. Donc on pouvait arriver à une situation de blocage total. Donc là, il y a vraiment cette difficulté de centraliser et de considérer qu'on est un ensemble suffisamment grand pour être autosuffisant. Non, il faut prendre... Chaque pays a le droit à ses vaccins, qu'on soit membre de l'Union européenne ou non, et malheureusement, la centralisation Non, mais la centralisation a été utile dans la mesure où il y avait une répartition, c'est-à-dire chaque pays, au prorata de sa population, recevait autant de doses de vaccins. Et parmi ces doses de vaccins, il y avait une partie AstraZeneca, une partie Pfizer, une partie Moderna. Donc ça, c'était un contrat. Il fallait respecter le contrat. Le problème, c'est que l'Angleterre n'a pas respecté le contrat, puisque une partie de la production... C'est pas l'Angleterre, AstraZeneca. Oui, enfin, bien sûr. Mais l'Angleterre indirectement. Dès le moment où l'Angleterre faisait procès à l'Europe de vouloir bloquer la production, mais l'Europe a dit, nous, on doit recevoir tant de vaccins AstraZeneca. Tant qu'on ne l'a pas reçu, il n'est pas question
qu'une partie de la production du vaccin AstraZeneca revienne en priorité vers la Grande-Bretagne sous prétexte qu'ils en ont besoin et qu'ils étaient en retard de vaccination. Oui, ça c'est un peu la théorie, parce que lors du Conseil européen qui a eu lieu le 25 et le 26 mars, vous avez peut-être encore en tête que les différents pays se sont écharpés, notamment il y a l'Autriche, la Bulgarie, un certain nombre de pays d'Europe centrale qui ont considéré que l'engagement de répartir les vaccins au prorata n'était pas tenu. Il y a par ailleurs eu des bisbilles, fallait-il reconnaître d'autres vaccins? Alors, par exemple, la Hongrie a reconnu sa propre agence après une procédure après une procédure exceptionnelle par rapport aux règles européennes de reconnaître le vaccin russe, par exemple, alors que pour des raisons politiques, d'autres souhaitaient le bloquer. Il y a eu le fait que des pays tels que l'Autriche, le Danemark, la Grèce ont souhaité s'associer à des pays comme Israël, comme la Suisse ou la Norvège, qui ne font pas partie de l'Union européenne, pour produire les futurs vaccins, les vaccins 2.0 en quelque sorte. Donc, je ne dis pas qu'il y a des bons et des mauvais, simplement, l'idée, enfin l'image idéale d'une Union européenne qui, parce qu'elle est unie, parce qu'elle est forte, etc., permettrait de peser plus, dans les faits, c'est le contraire qui se passe. Et vous avez dit, et pour ma part, je conclurai là-dessus pour cette partie du débat, sur les frontières. Alors, moi j'ai été frappé par notamment la phrase du secrétaire d'État à l'Europe, M. Beaune, qui redoutait, c'était au début de la pandémie, hein, et qui redoutait, je le cite, que s'installe l'idée fausse que les frontières ne sont pas un leurre, autrement dit qu'elles servent encore à quelque chose. Mais c'est fou quand on entend ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu l'idée d'Emmanuel Macron, on peut fermer à l'extérieur vis-à-vis de l'Union européenne, mais il ne faut surtout pas, c'est ce qu'il disait au début, évidemment la réalité s'est imposée ensuite et il a bien fallu prendre quelques précautions, mais le président de la République expliquait que dans les frontières internes à l'Union européenne, il fallait surtout ne rien bloquer et laisser tout passer, comme si le vaccin faisait une différence entre les frontières internes et les frontières externes de l'Union européenne. Mais ça, en fait, c'était pour des raisons politiques, pour montrer qu'on est, contrairement à ce que vous disiez, la vision macroniste, c'est on est un seul pays, en fait. C'est la vision, c'est la perspective qu'il souhaiterait développer. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Le bon sens a prévalu. Le bon sens a prévalu. Il n'est pas question, effectivement, de considérer que toutes les frontières doivent être... Le bon sens, la nécessité a prévalu. La nécessité. Voilà. Mais l'idée de base du chef de l'État ainsi que son secrétaire d'État à l'Europe, c'était de dire il faut oublier les frontières, en quelque sorte, en disant les virus ne connaissent pas de frontières, comme si les virus, avec leurs petites pattes, ne savaient pas... Ben non, ils viennent avec les hommes qui circulent à travers les frontières, précisément. Comme les immigrés, d'ailleurs. Et il se trouve que les frontières, finalement, ne servent pas à grand-chose parce que les faits prouvent effectivement qu'elles n'arrivent pas à filtrer ce qu'on essaye de filtrer. Ça, donc, je ne peux pas être d'accord avec vous. Oui. Les frontières ne servent pas à grand-chose. Si, en l'occurrence, si on ne les avait pas fermées de manière pas complètement étanche, mais avec des contrôles stricts, je pense que là, la pandémie aurait été beaucoup plus considérable que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc si, ça sert de pouvoir fermer une frontière. Une frontière, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps fermé, c'est quelque chose qu'on a le droit d'ouvrir et de fermer. Sauf que, dans le cadre de l'Union européenne et des frontières internes entre les pays, ce n'était plus le cas. Ce qui nous amène à notre deuxième sujet, si vous le voulez bien, donc la situation politique au Royaume-Uni. Suite donc aux élections du 6 mai dernier, donc je rappelle juste en un mot qu'il s'agissait d'élections partielles, le renouvellement des conseils municipaux, mais les conseils municipaux c'est beaucoup plus étendu que chez nous, c'est pas simplement les communes, donc il y avait près de 5 millions de Britanniques qui ont été appelés aux urnes. Simplement factuellement, les résultats, il y a eu sur 143 conseils qui ont été renouvelés, les conservateurs, donc le parti de Boris Johnson gagne 13 présidences de conseil, ce qui les amène à 63, alors que les travaillistes en perdent 8. Ça, c'est en Angleterre, avec un renouvellement, une élection partielle, on dirait ça chez nous, d'une circonscription, qui était l'une des circonscriptions les plus acquises au Brexit, les plus brexiteuses, les plus favorables à la sortie, mais qui faisait partie d'ailleurs de cette circonscription pro-Brexit traditionnelle, c'est-à-dire qui était le mur rouge, là où sont les électeurs populaires, les ouvriers, les classes populaires, donc au nord et au nord-est, oui. Au nord-est, dans les Midlands.
Et donc ce bastion travailliste de Hartlepool avait depuis toujours élu un travailliste comme député, et pour la première fois a basculé, et pas de peu, puisque c'était à 15 000 voix contre 8 000, en faveur des Tories. J'y vois pour... Et puis, pardon, excusez-moi, il y a deux autres aspects. Il y avait deux élections régionales, puisque les parlements régionaux, respectivement du Pays de Galles et de l'Écosse, ont été également renouvelés. Alors ça, c'était moins favorable à Boris Johnson, en l'occurrence, puisque en Écosse, le parti nationaliste loupe de très peu la majorité absolue qu'il visait. Enfin, il ne l'a pas quand même, mais... En additionnant les Verts qui sont également pour l'indépendance, ils se sentent légitimes pour réclamer un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, alors même que le précédent a eu lieu en 2014 et avait été refusé à 55%. En tout cas, ça me semble très significatif, et je ne veux pas abuser de la parole, même si là, en l'occurrence, c'est des résultats que j'énumère, ça me semble très significatif du fait que si le Brexit avait amené les cataclysmes que, alors pas vous-même, mais enfin que les anti-Brexit annonçaient, les catastrophes économiques et sociales, la tendance, évidemment, ne serait pas à confirmer la vague qui avait porté Boris Johnson au pouvoir en décembre dernier, très massivement, sur la base « je suis celui qui va pouvoir finir et accomplir le Brexit ». C'est ça qui l'avait fait élire par l'électorat populaire, et c'est cet électorat populaire, un peu à contre-emploi en quelque sorte, puisque traditionnellement les Tories n'étaient pas le parti, mais ils ont promis d'investir dans la mise à niveau des régions les plus défavorisées. Et pour ma part, je crois que le Brexit, c'est-à-dire le fait d'être sorti de l'Union européenne, lui donne des atouts manifestes dans cette direction. Oui, je crois qu'il faut repréciser que ce qui a fait la séparation du nord-est de l'Angleterre, finalement, de la doxa traditionnelle qui était plutôt travailliste, effectivement, c'est que c'était des zones en déshérence industrielle, qui connaissaient cette déshérence industrielle et qui voyaient arriver une immigration relativement importante, notamment des pays de l'Est, comme la Pologne. Du fait de l'intégration européenne. Oui, peut-être. Mais de ce fait, c'est ce qui a provoqué effectivement le basculement de la majorité, mais c'est pas nouveau, le basculement de la majorité pour le Brexit. C'est ça qui a fait que la majorité est tombée en faveur du Brexit et non pas en faveur du Remain, précisément à cause de ces régions. Mais je note quand même que dans 3 autres régions d'Angleterre, que ce soit Irlande du Nord, Écosse ou Pays de Galles, la tendance n'était pas du tout celle-là. Alors, effectivement, les résultats ont été bons pour Boris Johnson. Mais comment faut-il l'analyser? Boris Johnson a surfé aussi sur un autre succès, qui est le succès de sa stratégie, dans un deuxième temps, sa stratégie contre le coronavirus, puisque, effectivement, à force de pouvoir vacciner assez rapidement sa population, effectivement, ça lui a donné une image de vainqueur qui a manifestement joué en sa faveur pour les élections. Ça, c'est vrai. Je crois qu'on ne peut pas juger... On ne peut pas faire un bilan du Brexit, c'est encore trop tôt, d'autant plus qu'on est perturbé par les effets de cette pandémie, qui vont être des effets catastrophiques dans tous les pays d'Europe, d'ailleurs, indépendamment des situations, Brexit ou pas Brexit. Il faudra attendre après. Ce qui est sûr, c'est que la livre s'effondre, a tendance à décrocher, que le chômage a tendance à augmenter, que les marchés intérieurs de l'Europe, l'Union européenne, se ferment, tout simplement puisque l'Angleterre est partie et qu'elle ne dispose plus des mêmes facilités pour rentrer sur le marché européen. Bref, sur le plan économique, le bilan n'est pas satisfaisant. Il est même plutôt inquiétant. La plupart des analystes économiques considèrent que la situation de l'Angleterre n'est pas satisfaisante et qu'elle est inquiétante et qu'on craint même des départs de sociétés étrangères, notamment automobiles ou autres du centre de l'Angleterre. Donc, il faut être extrêmement prudent sur la manière dont on tirerait un peu trop vite des conclusions d'un résultat électoral partiel dans la mesure où il intervient dans le cadre d'une pandémie qui effectivement faussait les choses. Mais la situation économique, elle est grave. Alors, je m'inscris en quelque sorte en faux contre l'idée qu'il faudrait, contre le fait de tirer le bilan du Brexit. En effet, mais doublement. D'abord parce que, j'allais dire, le Brexit n'est pas d'abord un acte économique, on en avait parlé ensemble, c'est d'abord une décision politique, de récupérer sa liberté. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer avec des plus et des moins. On peut ensuite, évidemment,
juger de la situation économique du Royaume-Uni. Et là, et la deuxième réserve, si vous voulez, que je fais par rapport à ce bilan, c'est que ce soit le Royaume-Uni ou l'ensemble des pays européens, ou plus généralement sur la planète, évidemment, ça a été écrasé par la pandémie. Donc, évidemment, on ne peut pas, tout a été dominé par ça. Donc, simplement, ce que je note, et c'est la suite qui le dira, c'est qu'un certain nombre d'économistes considèrent que le Royaume-Uni est en passe de repartir plus vite, la croissance du Royaume-Uni est en passe de repartir plus vite et plus fort que les pays du continent. On verra. En tout cas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel est là, c'est-à-dire qu'il y a eu une pandémie qui a tout bouleversé, et que précisément parce que le Royaume-Uni avait cette liberté dont on a parlé dans la première partie de notre dialogue, c'est pas indépendant de l'Europe, cette capacité qu'a eu Boris Johnson de vacciner et de capitaliser sur ce succès. C'est tout à fait évident que ça l'a beaucoup aidé, mais c'est précisément... Alors, il avait un avantage, c'est qu'il avait un vaccin qui était fabriqué chez lui, AstraZeneca. Mais rendons cet hommage en quelque sorte, qu'il y avait eu une décision politique d'investir beaucoup avant qu'on sache s'il y aurait des résultats, et en demandant que ce vaccin, je l'avais dit tout à l'heure, soit un vaccin à prix coûtant. Mais, alors je ne suis pas un fanatique des sondages, très loin de là, mais il y a eu un sondage qui est paru mi-avril au Royaume-Uni et qui indiquait que mais ça va aussi dans votre sens, 67% des Britanniques considéraient que l'Union européenne a eu une attitude hostile vis-à-vis de leur pays et que 62% ont considéré que le succès vaccinal de ce pays a été dû au Brexit. Et même que 20% de ceux qui avaient voté pour rester dans l'Union européenne, aujourd'hui voteraient pour le Brexit, ce qui est quand même une donnée intéressante, même si, encore une fois, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution. En tout cas, je pense que le résultat de ces élections montre pour le moins qu'il n'y a pas eu les cataclysmes qui auraient été intimement liés au Brexit qu'on annonçait, ils ne se sont pas produits. Je ne pense pas qu'on a annoncé des cataclysmes. Je pense qu'on a... Mais je pense que les personnalités internationales, tout le monde, et d'ailleurs je le maintiens, tout le monde a annoncé qu'on serait perdant des deux côtés. Perdant britannique, perdant Union européenne. Alors, et là, ça c'est clair, c'est absolument incontestable. Ce Brexit, je conteste absolument que les Anglais aient perdu, et ils ont d'autant moins perdu qu'ils sont désormais libres de prendre des décisions. Je le disais tout à l'heure, c'est peut-être des fois libre de prendre des mauvaises décisions, mais au moins c'est leur décision. Et ils n'ont pas, en quelque sorte, ils n'auraient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes si tel était le cas. Juste une chose, parce qu'il y a eu, alors tout est écrasé par la pandémie, mais quand même il y a eu le discours du trône, il y a eu un certain nombre de programmes politiques qui ont été annoncés, de mesures qui ont été annoncées par Boris Johnson. J'en ai relevé notamment une, qui est le fait que le British Rail, c'est-à-dire la SNCF britannique en quelque sorte, qui avait été privatisée et, à l'extrême en quelque sorte, on a en tête les catastrophes même que ça avait, eh bien la décision, curieusement de la part d'un gouvernement conservateur, c'est de renationaliser le réseau britannique progressivement et d'en arrêter avec les concessions, etc. Alors même que la tendance en France, et du fait évidemment des règles européennes, c'est plutôt au contraire de privatiser, en tout cas de s'éloigner de la logique de service public. Donc ça c'est à mon avis intéressant, et s'il y avait aujourd'hui des élections générales, je pense que la vague qui a porté Boris Johnson au pouvoir, la vague du Brexit serait amplifiée. Alors là ce que vous avez pointé, c'est qu'en effet, alors au Pays de Galles, les Tories ont gagné de 6,3%, mais c'est les travaillistes qui obtiennent la majorité qui n'avaient pas. Et en Écosse, en effet, alors l'Irlande du Nord est encore un problème spécifique, je crains qu'on n'ait pas le temps d'en parler, mais ça serait peut-être l'objet d'une prochaine discussion. En tout cas, en Écosse, c'est vrai que l'état d'esprit n'est pas le même et que les Écossais avaient majoritairement voté pour rester dans l'Union européenne, même si des parties de l'Écosse, les pêcheurs, etc., avaient eux souhaité sortir. Mais ce que je note, avant de vous rendre la parole, c'est que certains de ceux qui avaient combattu le Brexit sur le continent, enfin à Paris, à Bruxelles, à Berlin, etc., et notamment parmi les commentateurs, voire les dirigeants, éprouvent une sorte de joie mauvaise en se réjouissant en quelque sorte de la perspective du délitement du Royaume-Uni. Ce qui, à mon avis, on ne sait pas du tout le chemin que ça prend. C'est toujours des... Mais c'est pas... Je suis d'accord avec vous.
Effectivement, on n'est pas du tout dans le cadre d'un délitement ou d'un effondrement du Royaume-Uni. Personne ne le pense sérieusement. Le Royaume-Uni est un grand pays qui aura la capacité, effectivement, de suivre son chemin. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est affaibli. Le Royaume-Uni est affaibli et c'est une réalité. Il est affaibli sur le plan économique, il est affaibli parce qu'il n'a pas récupéré, par exemple, toute sa souveraineté qu'il espérait. Les pêcheurs espéraient récupérer toute leur souveraineté sur leurs eaux territoriales. Ben non, ça n'a pas été possible. Pas tout de suite. Bon, ça sera progressif. Pas tout de suite. Bon. Mais il fallait trouver un accord si les Anglais, ce qu'ils voulaient, c'est maintenir l'accès au marché unique. Ils voulaient à la fois le beurre et l'argent du beurre. Donc, ils ont le beurre, mais ils ne peuvent pas avoir l'argent du beurre. Donc, dès le moment où on a accordé aux Britanniques le fait qu'ils pourraient bénéficier des règles du marché unique, ils continuent à bénéficier, ben, il fallait qu'ils en acceptent les règles. Donc, ils n'ont pas récupéré la totalité de leur autonomie. Mais ça, c'est la politique, c'est comme ça. Et donc, il faut bien accepter, et c'est une matière pour eux, effectivement, d'être les pieds sur terre, de ne pas être dans des rêves d'indépendance totale, parce que aucun pays n'est indépendant. Aucun des pays ne peut se passer de ses dépendances. Il faut créer politiquement les conditions de l'indépendance, même si évidemment tout cela se passe dans un monde où chacun n'est pas isolé, mais où c'est la logique de coopération qui devrait prévaloir, alors que c'est la logique d'intégration et ses conséquences négatives qui prévaut. Mais je reviens peut-être d'un mot, c'était un débat qu'on avait eu, il me semble. Les dirigeants européens, le négociateur en chef, M. Barnier, toutes ses équipes, etc., la Commission, avaient pour ambition de demander aux Britanniques de leur faire accepter, certes vous êtes en dehors vous êtes sortis, mais vous continuez à en appliquer les règles. Et c'est la raison, et c'est la condition pour que vous puissiez continuer à bénéficier entre guillemets du marché unique. Mais ça ne marche pas, ça aurait été une trahison vis-à-vis des électeurs. En gros, on demande aux électeurs, est-ce que vous souhaitez sortir ou rester? Ils répondent, on souhaite sortir. Très bien, vous sortez, mais vous continuez à appliquer les mêmes règles et vous n'avez aucun droit, même pas la possibilité. On leur a pas dit ça. On leur a dit... ça revient à ça, ce que leur dit l'Union européenne. Vous sortez. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit, les Anglais. Ils ont dit, nous, on sort, mais on veut rester dans le marché unique. Non, ne leur faites pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. La question n'était pas posée en ces termes. Non, mais ce qu'ils voulaient, c'est maintenir tous les avantages liés au marché unique. Et donc, c'est ce maintien de ces avantages qui exigeait de leur part, effectivement, d'accepter un minimum de règles. C'est pas d'accepter un minimum de règles, c'est de respecter toutes les règles du marché unique. Donc ça ne peut pas marcher. On ne peut pas à la fois dire on souhaite récupérer notre indépendance et en même temps accepter de continuer à suivre des règles qu'on n'approuve plus. Reste évidemment à savoir quelle était l'essence même de ces règles sur lesquelles je suis plus que réservé par ailleurs, et c'est même le principe du marché unique. Mais c'est un autre débat. Mais on avait discuté de ça, et je note qu'il y avait un acharnement de l'Union européenne à imposer des sacrifices aux Anglais qu'on n'impose pas, par exemple, aux Canadiens dans l'accord de libre-échange. Il y avait des contreparties qui n'ont pas été exigées des Canadiens, mais qui étaient, par une sorte de souci de vengeance, ou plutôt par le souci vis-à-vis d'autres pays qui pourraient être tentés de sortir de l'Union européenne, de montrer à quel point c'était horrible et une torture de longue durée de sortir de la secte. C'est ça, je ne crois pas que ce soit un problème de vengeance, je crois que c'est un problème de proximité. L'Angleterre est géographiquement pratiquement emboîtée dans l'Union européenne, géographiquement, alors que le Canada est beaucoup plus à l'écart. C'est ça qui a peu expliqué qu'en matière réglementaire, effectivement, il y a quelques aspects qui ont été nécessaires de préciser avec la Grande-Bretagne, qui n'étaient pas forcément nécessaires de préciser avec le Canada. Donc je crois que ça ne va pas plus loin. En l'occurrence, le résultat des courses, puisqu'on ne sait pas, nous n'en avons pas reparlé ensemble depuis le 31 décembre dernier, date officielle de la sortie, quelques jours après qu'in extremis ait été signé l'accord de coopération, l'accord de libre-échange en quelque sorte, qui a fini par être signé, et qui comporte un certain nombre de dispositions qui continuent à faire conflit en quelque sorte. Et vous avez cité l'Irlande, alors on n'a pas le temps de venir tout à fait dans le détail, mais il y a un problème spécifique à l'Irlande, c'est que il y a une frontière commune de l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni avec la République d'Irlande au sud, et tout le monde souhaitait qu'on ne rétablisse pas une frontière dure. Mais les Européens, les dirigeants européens ont dit oui, mais nous on veut quand même protéger notre marché, donc on va imposer des contrôles
entre les deux parties du Royaume-Uni, celle qui est en Irlande du Nord et celle qui est en Grande-Bretagne. Et ça a été accepté par l'Angleterre. Et ça a été accepté parce qu'il y a eu un bras de fer. Non, et qu'il fallait c'est bien... la condition. Non, oui, mais il n'y avait pas d'autre condition. Il a fallu faire des concessions de part et d'autre, sauf qu'aujourd'hui, on en voit les dégâts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grands magasins où il y avait, puisque ça s'est réglé quand même plus ou moins entre-temps, mais Boris Johnson souhaite, a décrété une période de grâce en quelque sorte, où les contrôles en question ne sont pas encore faits, ça a été reporté du 1er avril au 1er octobre, et l'Union européenne le prend très mal en disant mais on a déjà engagé une procédure contentieuse dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr que ça soit des bases correctes de coopération, parce que vous savez, comme moi, la situation difficile de l'Irlande du Nord, où un conflit entre les républicains et les unionistes est toujours sous les braises en quelque sorte, et où l'Irlande du Nord elle-même, on l'a vu dans les élections, est 50-50 en quelque sorte, pour reprendre la langue irlandaise, entre ceux qui souhaiteraient peut-être être rattachés un jour ou l'autre à l'Irlande, à la République d'Irlande, et puis ceux qui souhaitent continuer à faire partie de la couronne. Non, mais il y a un problème majeur, et ça on le connaît bien, dès le moment où, à cause des accords du Vendredi Saint, donc c'est la nécessité pour les deux Irlandes finalement de pouvoir circuler librement des deux côtés, il y a une nécessité de trouver une solution. Alors, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. La solution, c'est effectivement qu'il y ait un type de contrôle, notamment en matière réglementaire, en matière environnementale, en matière de tarification éventuellement, entre le continent, entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Et c'est les Anglais, effectivement, qui ont accepté de prendre en charge ce minimum de réglementation, de surveillance, pour effectivement que l'Union européenne puisse se protéger, simplement, puisse se protéger. Si l'Angleterre veut reprendre toute sa souveraineté en matière fiscale, en matière de prix, etc., il faut que l'Europe puisse se protéger. C'est prévu dans les accords, d'ailleurs. C'est prévu dans les accords. Il faut mettre le terme « se protéger » entre guillemets, mais sans doute ça nous entraînerait à un débat suivant. En tout cas, je souhaite pour ma part que les choses puissent se régler de manière pragmatique, c'est comme souhaite Boris Johnson, sans que ça ne dégénère en conflit. Et encore une fois, nous ne serons pas d'accord sans doute sur ce point, il y a la volonté à Bruxelles et ailleurs de tenter de prouver que le Brexit est une grande torture sans fin et un cauchemar incommensurable, pour dissuader les tentations qui pourraient se faire jour ici et là. Je conclurai pour ma part sur ce point, et je vous laisserai conclure pour votre part également, par courtoisie vous aurez le dernier mot, avant que j'annonce un événement pour le journal. Donc le Royaume-Uni, en quelque sorte, se porte plutôt, enfin, a tendance à se porter plutôt mieux que ses voisins, a des perspectives qui lui permettent d'avoir des marges de manœuvre et d'avoir reconquis cette liberté et de pouvoir faire une politique qui s'écarte des règles européennes. Et c'est ça, je crois, qui est important de souligner. Mais je pense que le Royaume-Uni trouvera effectivement les moyens de redémarrer avec le Brexit, puisque ça a été un choix tout à fait souverain, et la Grande-Bretagne est un grand pays avec lequel on pourra maintenir un type de coopération entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne de manière satisfaisante. Il ne reste pas moins que la Grande-Bretagne sortira affaiblie, comme l'Union européenne, les deux. Les deux sortent considérablement affaiblis de cet épisode. Voilà, c'est une réalité. Et les experts britanniques, la plupart des cadres britanniques, ceux qui sont directement impliqués dans l'économie britannique, le savent et le partagent, savent très bien le risque. Et que pensez-vous de la déclaration de M. Barnier, alors qui maintenant, après avoir été négociateur du Brexit, se sent peut-être une ambition française, disons, mais enfin c'est un autre problème. En tout cas, il a multiplié les déclarations qui consistent à dire pour le Royaume-Uni c'est trop tard, ils sont sortis, mais ne croyons pas que le Royaume-Uni est un accident ou une exception. Les raisons qui ont conduit les Britanniques à choisir de sortir existent aussi dans l'esprit de beaucoup d'autres pays européens. Prenons garde à cela, évidemment il ne le souhaite pas, il veut tout faire pour l'empêcher, mais il exhorte ses petits camarades en quelque sorte à dire faisons attention, car si nous ne faisons pas attention, en France en particulier, la tendance ou l'aspiration à en sortir n'est pas à prendre à la légère. Oui, mais ceux qui veulent sortir ne sont pas souvent ceux qui finalement seront les victimes de cette sortie. Il y a une dichotomie. Il y a une volonté populaire
de mécontentement par rapport au fonctionnement de l'Union européenne qu'on trouve dans beaucoup de pays, en France aussi. Effectivement, il y a un risque avec une certaine forme du populisme, c'est-à-dire de surenchère dans l'argumentation pour, soi-disant, récupérer la maîtrise de ses affaires, une surenchère qui n'est pas basée sur des faits, sur des réalités. Et puis la réalité économique, c'est-à-dire la nécessité qu'ont les gens et le besoin qu'ont les gens d'assurer leur niveau de vie, leur cadre de vie, et de pouvoir assurer aussi un développement économique, assurer l'emploi. Et ça, souvent, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas toujours ensemble. Autrement dit, les opinions, quand ils s'expriment dans un sens de sortie, ne sont pas forcément ceux qui s'expriment d'un autre côté dans la réalité quotidienne, la réalité de la vie économique, la réalité de la défense de l'emploi, etc. C'est pour ça que c'est très difficile. Et il a raison, Michel Barnier a raison, il y a un risque effectivement d'éclatement. Voilà, un risque, moi j'appelle une chance, mais ça sera l'objet de nos prochains échanges. Je voudrais donc vous remercier d'avoir fait en sorte que nous puissions échanger sur des sujets sur lesquels nous rebondirons dans les prochaines émissions. Remercier tous les internautes qui nous ont fait l'honneur de nous écouter jusqu'au bout, leur donner rendez-vous lors de notre prochaine émission et vous inciter aussi, si vous n'êtes pas abonné à notre journal Rupture, de le faire, ne serait-ce que par prélèvement mensuel, comme ça on a toujours le choix d'arrêter et de faire une sorte d'abonnement d'essai. En tout cas, c'est l'abonnement à notre mensuel qui permet d'assurer l'indépendance du journal et qui permet aussi d'avoir un site et qui permet aussi d'assurer ce type d'émission. En vous remerciant donc vous avez tous les renseignements pour s'abonner évidemment sur notre site Rupture avec un s-presse au singulier.fr. En vous remerciant et vous donnant rendez-vous au prochain point de rupture. Au revoir et merci.